J'espère que vous m'entendez. Je vais vous présenter Dr Noël, le professionnel Dr Ernst Noël. Dr Noël est actuellement directeur et en même temps assistant technique du Programme national de sécurité transfusionnelle. Il est également coordonnateur du réseau national des laboratoires. Après ses études de médecine, à la faculté de médecine et de pharmacie de l'UEH, David, il y a un micro ouvert. Merci. Après ses études de médecine à la faculté de médecine et de pharmacie de l'UEH, il a obtenu un diplôme en maladies infectieuses et une licence en microbiologie, option bactériologie et virologie à l'université Paris 6. Il est diplômé en immunologie clinique et allergologie à Limoges. Il a eu une fonction d'interne d'abord à l'hôpital Saint-Louis, Paris 10, et ensuite à l'hôpital Louis-Domergue de Trinité en Martinique. Il possède un certificat en système de management de qualité de CAREC, Trinidad, laboratoire régional de l'OPS-OMS. Clinicien au centre Gestio, il enseigne dans différentes facultés de Port-au-Prince. Dr Noël va nous présenter ce soir transfusion sanguine de la collecte jusqu'au-delà de la transfusion. Dr Noël, vous avez la parole. Et bonne écoute à vous toutes et à vous tous. Les étapes de la collecte de sang, la gestion du sang collecté, les étapes de la livraison, les étapes de la transfusion, ce qu'on entend par hémovigilance, la gestion des pochettes, l'assistance conseil post-don, le financement et les perspectives. La transfusion sanguine, si l'on considère la définition de l'OMS, c'est le transfert de sang ou de produits sanguins d'un individu que l'on appelle un donneur à un autre qui reçoit le sang que l'on appelle un receveur ou bien un transfusé. Donc, généralement, il y a du sang qui est passé d'un individu à un autre. Et pour avoir ce sang-là, il y a un ensemble d'étapes à mettre en place pour pouvoir disposer du sang du donneur pour l'emmener pratiquement jusqu'au receveur. Donc, il y a un certain nombre d'étapes qu'il faut franchir. Quelqu'un ne viendra donner du sang que dans la mesure où il y a une promotion qui se met en place et une fois que ceci a été franchi, il va se déplacer et normalement, il doit y avoir quelque part où on doit à pouvoir le recevoir. C'est l'accueil qui doit se mettre en place. Et par la suite, une fois sur place, on ne prend pas directement le sang. Il y a certaines procédures à suivre. D'abord, le remplissage du questionnaire, la sélection du donneur et en fin de compte, si tout va bien, on fera le prélèvement du sang. Quand nous parlons de promotion et de sensibilisation, il y a des étapes à considérer actuellement. Nous profitons de tout ce qu'il y a comme moyen pour faire de la promotion. Il y a la promotion par mass média, c'est d'abord les spots radio et télé et visés que l'on peut faire passer et pratiquement au niveau des stations disponibles. Et il y a la participation à des émissions où on discute particulièrement de la... Ça va. Donc, je vais désactiver ton micro. Où l'on passe des informations à la population. Il y a également la mise en place sur les grands axes des billboards
Et on doit pouvoir... mais c'est ce que je te dis, je ne comprends pas ce qui se passe. Parce que avec est-ce que c'est avec mon Internet, les variations, par la mise en donc place je perds le compte. et les activités. Et on doit pouvoir informer les gens des endroits où vont se tenir les activités par des flyers, par des posters. Et également, on peut utiliser la gamme des réseaux sociaux pour faire passer des informations par rapport à la transfusion sanguine, que ce soit par Facebook, WhatsApp, Twitter ou encore par des SMS. Donc, on fait passer des messages aux gens pour les informer, pour les sensibiliser aux besoins du sang et de l'importance de faire des dons de sang. Et la deuxième étape, après une promotion que l'on peut dire, c'est la phase communautaire, on va plutôt vers la phase individuelle et le plus souvent, c'est ce que nous appelons la sensibilisation. Et dans le don de sang, la méthode qui donne le plus de résultats n'est autre que la person-to-person communication. C'est la capacité de rencontrer directement les personnes cibles, de discuter avec elles, de les informer et par la suite d'arriver en quelque sorte à trouver leur adhésion à pouvoir faire des dons. Donc, on utilise plusieurs méthodes pour le faire. Par exemple, à l'écran, les conférences, comme je fais aujourd'hui. Et vous ne vous imaginez pas qu'en dessous de la diapositive, il y a Baïsan Kounia, Baïsan de temps en temps. Je fais de la subliminale et souvent, ce sont des techniques que l'on utilise pour la communication. Il y a tout aussi des rencontres avec les personnes cibles et particulièrement dans les institutions où ils se retrouvent, dans les écoles, dans les universités et à l'église. Et on rencontre également des associations, que ce soit les clubs de jeunesse, que ce soit les Boy Scouts, où donc ça permet les Rotariens. Donc, ce sont des sous-groupes que l'on peut rencontrer, particulièrement avec l'objectif de les sensibiliser pour pouvoir réaliser ce que nous appelons des collectes de sang. Et c'est ce qui nous permet, en définitive, non seulement d'avoir un pool de donneurs, mais d'avoir également du sang disponible. Donc, l'accueil doit pouvoir s'organiser et au niveau des postes de transfusion et du Centre national de transfusion sanguine, on donne une importance particulièrement à l'accueil et parce que le premier contact avec le donneur doit être rassurant et le donneur qui vient doit pouvoir disposer d'informations précises et on doit pouvoir réaliser une orientation immédiate, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient donner du sang, eh bien, on doit pouvoir l'amener directement dans le circuit donneur. Et à partir de ce moment-là, il nous faut disposer d'un espace bien désigné où la personne n'a aucune chance de pouvoir se perdre. Également, une fois qu'il y est, et avoir une carte numérotée lui permettant de savoir son rang, à quel moment il pourra passer et organiser sa prise en charge et de manière à ce que la personne a l'impression qu'en définitive, qu'elle n'est pas négligée. Et l'espace doit être attractif avec une télévision où on doit pouvoir passer des spots relatifs aux dons pour continuer en quelque sorte avec la sensibilisation. Les images que j'ai partagées avec vous là, ce sont des images du Centre national de transfusion sanguine, l'accueil et particulièrement en la salle d'attente des donneurs. Maintenant, nous allons, une fois que le donneur est à la salle d'attente, et maintenant, on va s'occuper de lui et on va passer à la phase du remplissage du questionnaire. Et généralement, un donneur doit disposer d'une pièce d'identité à l'appui
et nous permettant particulièrement de pouvoir le caractériser. Et le remplissage du questionnaire se fait en toute confidentialité et généralement, nous avons un questionnaire et dont la première page, c'est tout ce qui c'est d'abord une information sur le don du sang et c'est à partir de la deuxième page qu'en définitive, les questions en relatif au don, les questions relatives au don en commencent. Donc, et dans ce questionnaire-là, on considère les antécédents médicaux du patient, son état actuel de santé et du donneur, vous m'excusez, son mode de vie et ses comportements, et l'on considère également le motif du don. Parce qu'en définitive, quelqu'un qui vient au niveau du sang et du transfusion sanguine peut venir, justement, il y a quelqu'un de la famille qui est malade et il vient faire un don en 2 remplacements. C'est ce que nous appelons le don familial, tout comme il peut y avoir quelqu'un qui vient et qui n'a personne comme patient, mais qui vient faire ce que nous appelons un geste altruiste et c'est ce que nous appelons le don volontaire. Généralement, au Centre national de transfusion sanguine et au poste de transfusion sanguine, on donne une certaine priorité aux donneurs volontaires. Et les informations qu'il y a sur le questionnaire permettent également au donneur de réaliser son auto-exclusion. C'est-à-dire, déjà, à partir de certaines informations, le donneur peut se rendre compte qu'il ne pourra pas donner. Mais une fois qu'il arrive au bout du remplissage du questionnaire, on va passer à l'autre étape qui est la sélection du donneur. En fin de compte, on peut dire ne donne pas du sang qui veut. Parce qu'en définitive, il faut répondre à certains critères. Et c'est pourquoi, une fois qu'on pénètre dans la salle de sélection, il va y avoir la révision du questionnaire qui va se faire par l'infirmière. Et ensuite, il y aura un mini-examen physique où on va considérer les signes vitaux, au particulier la température, le pouls, la tension artérielle. On va prendre également le poids et on continue avec la détermination du taux d'hémoglobine et ceci peut se faire de 2 manières, soit avec un hémoglobinomètre et ici nous avons des HemoQ que l'on utilise qui permet d'avoir pratiquement le taux d'hémoglobine du patient immédiatement et nous utilisons également la solution de sulfate de cuivre qui permet d'avoir une idée, en quelque sorte, d'un taux d'hémoglobine. De toute façon, ces trouvailles vont permettre à l'infirmière de prendre une décision, c'est-à-dire de savoir est-ce que ce donneur est apte à pouvoir donner du sang ou bien est-ce que ce donneur est inapte à pouvoir donner du sang. Mais si c'est un donneur qui est apte à donner, on va en quelque sorte lui demander de passer à la salle de prélèvement. Donc, il y a certains critères pour qu'on puisse donner du sang. Il y a l'âge. En Haïti, on prélève du sang chez les gens de 17 à 65 ans avec un poids à minimum de 110 livres, soit 150 kilos, avec une tension artérielle normale autour de 12,8 au moment du don, un taux d'hémoglobine supérieur ou égal à 12 grammes et le questionnaire permet en quelque sorte d'avoir des informations sur les comportements du donneur et le donneur doit en quelque sorte avoir des comportements à faible risque. Donc, ça permet en quelque sorte aux gens de donner. Mais il y a des personnes qui ne pourront pas donner et c'est ce que nous appelons les cas de déférence. Et quand nous parlons de déférence, ça peut être une déférence temporaire. Donc, c'est quelqu'un après un certain nombre de temps qui pourra venir donner
Et les causes de déférence temporaire, il y a la grossesse, l'allaitement, les interventions chirurgicales récentes, une transfusion récente, les pathologies aiguës et où particulièrement domine la fièvre, l'anémie carentielle, les gens qui ont des piercings, des tatous, donc quelqu'un qui souffre d'asthme, qui a eu au cours de l'année une crise, quelqu'un qui souffre d'un diabète de type 2, vous m'excusez, non contrôlé, et ou encore quelqu'un qui souffre d'un diabète de type 1, généralement, et se retrouve plutôt du côté des déférences définitives. Et en fin de compte, une hypertension non contrôlée. Et on peut rajouter, et au fur et à mesure, d'autres causes qui pourraient entraîner des déférences temporaires. Et à côté, il y a ce que nous appelons les déférences définitives. Ce sont des gens qui ne pourront jamais donner du sang. Donc, ce sont des gens qui présentent certaines pathologies infectieuses, le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C et l'HTLV1 et particulièrement la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Ce sont des gens, pratiquement la maladie des prions, qui ne pourront pas donner. Et il y a également les gens qui souffrent de cancer, donc les gens qui souffrent d'hémoglobinopathie et ceux qui ont une addiction aux drogues et les gens qui ont des partenaires sexuels multiples. Ce sont des gens qui pratiquement sont mis de côté et qui ne pourront pas donner et du sang. On parle de déférence définitive. Et de temps en temps, parfois, on est obligé d'allonger la liste. Donc, nous disons, une fois que la sélection est faite et que la personne est apte à donner, eh bien, cette personne va se retrouver dans la salle du prélèvement et on va lui indiquer un fauteuil de prélèvement. Donc, et à partir de ce moment, l'infirmière qui est dans la salle de prélèvement doit pouvoir reconsidérer l'identification du donneur, un nom, prénom, être sûr que le questionnaire qu'elle a reçu a les mêmes informations que le donneur qui est en face. Et par la suite, ça va lui permettre d'identifier en quelque sorte la poche qui va être prélevée. Et par la suite, on va passer à l'asepsie pour pouvoir, après avoir choisi l'abord veineux, pour pouvoir faire le prélèvement. Et par la suite, on prélève une pochette de sang et parfois on se demande quelle est la quantité de sang qu'on prélève. Généralement, nous prélevons des pochettes de 450 cc de sang et nous prélevons généralement du sang total. Et à la fin du prélèvement, on prélève également un tube de sang et c'est ce tube-là qui va être utilisé pour les examens. Donc, mais à côté de ceci, et que l'on appelle un prélèvement classique, on peut réaliser un prélèvement par aphérèse et qui réclame en quelque sorte un matériel spécifique et qui permet de prélever et pratiquement un composant sanguin spécifique. Par exemple, on peut faire par aphérèse un don de plaquettes, un don de plasma, tout comme on pourrait faire un don de globules rouges et de globulaires. Et on arrive à faire le choix bien avant du produit qui va être prélevé et quand on fait de l'aphérèse. Quelqu'un qui vient donner du sang, généralement à la salle du prélèvement, peut passer entre 7 à 15 minutes pour le temps de prélèvement. Les gens qui se préparent au prélèvement, c'est-à-dire qui ont pris la veille et l'avant-veille beaucoup de liquide, eh bien, le sang est davantage en fluide et ce sang-là arrive facilement à quitter les veines et à se retrouver au niveau de la pochette. Mais quand on a des situations en démoconcentration, le plus souvent, ça prend davantage de temps. Mais à la suite du prélèvement, le donneur demeure au repos pendant environ 10 minutes
et ça permet particulièrement à l'organisme de s'adapter à la nouvelle volémie et ça réduit en quelque sorte les risques de malaise. Et nous savons tout aussi que le cerveau ne se nourrit que de sucre. Eh bien, en faisant un don de sang, le donneur a en quelque sorte perdu un peu de sucre qu'il y avait dans son sang. Et c'est pourquoi il y a toujours une collation à la suite et c'est un jus que l'on donne avec des galettes. Et c'est ainsi que on remercie le donneur et on lui donne rendez-vous pour les résultats parce que généralement, le donneur peut revenir à la huitaine ou bien à la quinzaine pour savoir les résultats des examens qui seront pratiqués sur le sang qui a été donné. La question à se poser également, c'est on peut bien souhaiter donner du sang, mais où est-ce qu'on va donner du sang? Et combien de fois on peut donner du sang, par exemple, au cours d'une année? Et généralement, pour faire un don de sang, ça peut se faire en cabine fixe. C'est-à-dire, on va directement au Centre national de transfusion sanguine qui est au premier étage Digicel Turgeon. Donc, dans le building du Digicel, il y a des gens qui ne connaissent pas le Centre national de transfusion sanguine. Donc, on profite pour leur donner l'adresse. Mais on profite également pour leur dire qu'il y a 15 postes de transfusion que l'on retrouve dans les villes et de province. Donc, il y en a un poste à Jérémy, un au Caille, un poste à Bonnefin, un à Léogane, à Jacmel, à Mirebalais, à Hinche, à Saint-Marc, au Gonaïve, à Deschapelles, à Port-de-Paix, au Cap, à Milo, à Fort-Liberté et à Port-au-Prince, il y a également le poste de transfusion de Médecins sans frontières, Tabar. Mais on peut également profiter pour faire un don de sang quand on organise des collectes mobiles. Donc, certaines fois, au lieu c'est pas le donneur qui vient, mais c'est plutôt l'équipe qui va vers le donneur là où il se trouve. Et on réalise des collectes mobiles dans certaines institutions comme les écoles, les universités, les églises et parfois en accord avec certaines associations. Donc, on se déplace avec des lits mobiles, avec tout le matériel et on réalise une collecte mobile. Donc, vous pouvez voir sur la diapositive la collecte mobile qui s'est réalisée dimanche à Jérémy. Là, et généralement, pour la périodicité, combien de fois au cours d'une année un donneur peut donner du sang? Ça va dépendre du sexe. Les femmes, généralement, peuvent donner 3 fois par année et les hommes peuvent donner 3 à 5 fois par année. Et généralement, ce n'est pas parce que les hommes sont davantage costauds que les femmes, c'est plutôt à cause de la menstruation, il y a toujours une perte de sang chez les femmes. On leur donne davantage de temps pour récupérer et c'est pourquoi les femmes peuvent donner chaque 4 mois, tandis que les hommes peuvent donner à partir de 2 mois et demi et chaque 2 mois et demi, chaque 3 mois. Mais cependant, quand on va faire un don de sang, il peut y avoir des effets secondaires liés à ce don-là parce que ça va dépendre particulièrement de l'expérience et de l'habileté en quelque sorte et de l'infirmière qui s'occupe du donneur. Et il peut y avoir au départ une mauvaise identification du donneur. Et vous voyez très bien, au début, on avait dit, quand le donneur arrive, on doit identifier le donneur pour préparer la pochette. Eh bien, on peut se retrouver avec un donneur dont le nom sur la pochette ne correspond pas à son nom.
Donc, c'est ce que nous appelons une mauvaise identification et c'est des choses qui ne doivent pas arriver. Il peut y avoir des cas de piqûres multiples, c'est-à-dire on a piqué plus d'une fois, en quelque sorte, le donneur pour pouvoir faire le prélèvement et suite au don, il peut y avoir un hématome là où on avait fait le prélèvement, ce qui peut mettre en rage, par exemple, un donneur. Et parfois, s'il n'y a pas une très bonne asepsie, il peut même y avoir une phlébite au point de piqûre. Et au moment même où on fait le prélèvement, si on ne s'assure pas de manière à ce que la pochette de sang en soit agitée de temps en temps, il peut y avoir des caillots qui se forment dans la pochette et on ne pourra pas utiliser cette pochette de sang ou bien simplement l'aiguille n'a pas été bien mise en place et a quitté la veine et il y a ce que nous appelons un arrêt de l'écoulement du sang. Et en fin de compte, à la fin d'un don, parfois, certains donneurs peuvent présenter pratiquement des malaises et normalement, tous ces incidents doivent être rapportés sur la vigilance donneur au moment du don. Donc, le s'est bien passé, nous avons entre nos mains deux éléments importants. Nous avons la pochette du sang et nous avons le tube de sang qui a été également prélevé. Et il nous faut gérer en quelque sorte ces deux éléments-là. La pochette du sang va rester 2 heures de temps à la température ambiante et par la suite, on va débuter avec le processus de séparation. Normalement, une pochette de sang doit être séparée avant 6 heures de temps depuis le prélèvement. Ce qui fait que au Centre national de transfusion sanguine, la séparation permet en quelque sorte, à partir d'une pochette de sang, de retrouver 3 sous-produits. Il y a ce que nous appelons les culoglobulaires, ce sont des concentrés globulaires, et il n'y a que des globules rouges qu'on y retrouve généralement. Ensuite, il y a les pochettes de plaquettes et nous avons également les poches de plasma frais congelé. Donc, vous pouvez voir la pochette et les différents éléments de gauche à droite. Il y a les culoglobulaires, il y a les plaquettes dans l'agitateur doit être toujours en agitation et nous avons par la suite ce que le plasma frais congelé et que nous disposons. C'est qu'une fois que l'on a séparé les éléments du sang, on doit pouvoir les stocker de manière spécifique. Les culoglobulaires, généralement, sont stockés entre 2 et 6 degrés. Les plaquettes entre 20 et 24 degrés, souvent on dit à température ambiante, mais on doit plutôt dire à température de laboratoire. Et ensuite, il y a le plasma frais congelé qui va de moins 18 à moins 70 degrés Celsius. Généralement, on peut, à partir de moins 30, garder le plasma frais congelé jusqu'à une année. C'est le produit, et généralement, que l'on peut garder le plus longtemps possible. Les culoglobulaires restent pratiquement 1 mois, c'est-à-dire suivant le produit de conservation, ça peut aller jusqu'à 35 jours ou bien jusqu'à 42 jours pour les culoglobulaires. Les plaquettes, généralement, c'est moins de 5 jours et c'est pourquoi c'est l'un des produits et quand il n'y a pas de demande qui se gaspille pratiquement.
Et nous avons le plasma frais congelé que nous gardons en pratiquement ici à -30 et qui peut rester et pendant un an. Donc, c'est un produit et on n'a jamais de rupture de plasma frais congelé et nous demandons à nos confrères de ne pas hésiter à faire la demande quand ils en ont besoin. Donc, nous avons géré la pochette, mais maintenant, il nous faut nous intéresser particulièrement au tube à 200 qui a été prélevé. Le tube à 200 qui est prélevé est destiné au laboratoire. Et là, il va y avoir deux grands groupes d'examens que l'on va réaliser. Il y a le dépistage des agents des infections transmissibles par la transfusion et il y a le groupage sanguin. Donc, le dépistage des agents des infections transmissibles par la transfusion, généralement, on parle et on va au niveau du laboratoire d'immunosérologie et nous utilisons, nous autres, deux méthodes. Il y a la méthode semi-automatique que l'on fait avec des tests ELISA et il y a la méthode automatisée donc, qui est par technique de chémoluminescence. Donc, à droite, vous pouvez voir en quelque sorte les deux machines que nous avons. Il y a la Mindray et il y a la Magluni que nous utilisons pour tester et pour éliminer les agents des infections transmissibles par la transfusion. Et en Haïti, quels sont les agents que nous dépistons sur les poches de sang? Il y a le Treponema pallidum qui est l'agent de la syphilis. Nous éliminons également le virus de l'immunodéficience humaine, le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C et les virus HTLV1 et HTLV2 et qui sont moins connus mais qui sont tout aussi dangereux de par les pathologies dont ils peuvent être responsables. Et une fois que le dépistage a été fait et que dans une pochette, il n'y a aucun marqueur de ces pathologies-là, eh bien, la poche va être validée. Par contre, s'il y a un seul marqueur positif, la poche sera éliminée. Pendant que nous sommes en train de faire le dépistage au niveau du laboratoire d'immunosérologie, eh bien, le laboratoire d'immunohématologie ne chôme pas. Et au niveau de ce laboratoire, nous faisons la détermination du groupe sanguin. Et pratiquement, nous utilisons actuellement une technique en manuel qui nous permet de déterminer le groupe sanguin ABO Rhesus et également faire la recherche en particulièrement du grand D, du grand C et du grand E, également ce que nous appelons le DU ou encore le D faible. Et ceci lui permet en quelque sorte au laboratoire Centre national de transfusion sanguine d'avoir cette expertise-là parce que dans les laboratoires diagnostiques, généralement, on recherche rarement les grands C et les grands E. Et c'est ce qui souvent nous pose problème ici. Il y a des donneurs qui viennent qui nous disent qu'ils sont de résultats négatifs, alors que quand on va rechercher ces donneurs-là, on retrouve des grands C et des grands E. Et nous pouvons tout aussi mettre en place une méthode automatisée. Actuellement, nous disposons d'un automate Imuport qui pratiquement sera en fonction à la fin du mois de novembre parce que tout a été mis en place pour qu'on débute avec la méthode automatisée pour la détermination du groupe sanguin. Nous faisons également non seulement l'identification du groupe sanguin, mais que réalise, et une fois que c'est réalisé, eh bien, on est obligé d'identifier tous les sous-produits que l'on a vus à partir de la séparation.
Donc, à partir d'une poche, on se retrouve avec 3 sous-produits. Eh bien, on doit également placer sur chacune de ces pochettes-là le groupe sanguin déterminé et par rapport à ce donneur. Et nous avons vu ce que nous appelons le circuit donneur. Donc, ça va de la tête jusqu'au test de laboratoire réalisé et sur la pochette de données. Mais il y a aussi ce que nous appelons le circuit receveur. Ce sont les gens qui ont besoin de sang qui viennent chercher du sang. Donc, il y a des étapes à suivre et parmi ces étapes, il y a la prescription pour la demande du médecin et une fois que la personne se déplace avec, il va y avoir l'accueil et une fois arrivé au poste de transfusion, au centre de transfusion, la gestion de la prescription et en fin de compte, la livraison. Donc, la prescription, encore la demande de sang, c'est très, très important pour nous autres au niveau du Centre national de transfusion sanguine et au niveau des postes de transfusion sanguine. Et généralement, nous attendons à recevoir 2 éléments. Il y a la prescription qui est la demande faite par le médecin, mais il y a tout aussi un échantillon de sang du patient. Si on ne vient pas avec un échantillon de sang du patient, on sera dans l'impossibilité de faire la livraison du sang, même si c'est écrit sur la prescription, le groupe sanguin du patient. Et c'est très, très important pour nous. Et la prescription doit être pratiquement faite de manière soigneuse. Et on doit y retrouver un ensemble d'éléments. Et parmi ces éléments, nous attendons à ce qu'il y ait la date, l'heure et minute. Ça peut nous permettre, en quelque sorte, d'avoir une idée du moment où la demande a été faite. L'hôpital, le service, l'adresse de l'hôpital, le nom du médecin, de l'infirmière et un numéro de téléphone, l'identification complète du patient, nom, prénom, numéro de dossier, âge, sexe, le diagnostic, le groupe sanguin identifié, le taux d'hémoglobine, le nombre de plaquettes, si on a fait un hémogramme, et également savoir est-ce que c'est un patient qui a eu des antécédents de transfusion. Et il doit y avoir sur la fiche de demande les produits qu'on vient demander, quel type de produit et quelle quantité, et les indications. Parce qu'il y a une différence entre les indications de transfusion et le diagnostic. Et c'est très, très important pour nous autres, la date prévue pour la transfusion et le degré d'urgence, parce que ça peut être, on peut être dans une situation d'extrême urgence, ça peut être une urgence immédiate et ça peut être tout aussi ce que nous appelons une urgence relative. Donc, c'est très, très important pour nous de disposer de cette information. Ensuite, il y a la gestion de l'échantillon de sang que l'on va nous envoyer. Cet échantillon doit se retrouver dans un tube rouge ou mauve. Il n'y a pas de problème. Mais ça doit être identifié au nom et prénom du patient avec le même orthographe et dans le même ordre. C'est très, très important parce qu'il y a beaucoup d'homonymes en Haïti. Et pour que l'on puisse, et en quelque sorte, savoir que c'est bien pour ce patient que le sang va être livré. Tout tube apporté non identifié, identifié différemment,
sera confisqué et jeté. Et on va faire la demande d'un nouvel échantillon. Parfois, on ne nous comprend pas, mais c'est pour la sécurité et du patient. On veut nous assurer qu'en définitive, c'est bien. Et pour ce malade-là, qu'on va livrer du sang. Et voilà, en quelque sorte, un exemple de demande qui se fait. Et donc, nous avons la prescription et nous remercions le docteur Gary René, notre confrère. C'était une demande qu'il nous avait envoyée. Donc, les informations sont placées sur la fiche de demande et nous profitons de l'occasion pour dire à nos chers confrères que nous avons des blocs de prescriptions disponibles. On peut toujours passer au Centre national de transfusion sanguine en réclamer et que ce serait mieux d'en avoir que de nous envoyer les feuilles sur lesquelles on écrit les prescriptions. Généralement, on n'a pas toutes les informations dont on aura besoin, tandis que avec ces fiches, on est sûr de pouvoir les disposer. Et vous voyez très bien à droite le tube de sang bien identifié au nom du patient pour qui la demande a été faite. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un certain standard pour la prescription et également pour le tube qui représente l'échantillon qui va être qui va nous permettre en quelque sorte de répondre à la demande. Donc, le parent de malade qui dispose de ces deux éléments-là va arriver directement au niveau de la salle de réception. Et il y a la réceptionniste en place qui a vérifié et en quelque sorte on va dire. Donc, elle va s'assurer que la demande et le tube sont en adéquation et que l'on peut accepter cette demande. Et par la suite, elle va enregistrer cette demande dans le cahier de réception ainsi que la date pour nous faire savoir qu'en définitive, il y a une demande. The screen, the video thing. Il y a certaines particularités dont on doit tenir compte. C'est particulièrement, il y a certains hôpitaux de la place qui disposent de dépôts de sang. Eh bien, par exemple, nous avons des hôpitaux comme au Fatma, comme Malmeuse, il y a également Saint-François de Sales, il y a et petits frères et sœurs qui sont des hôpitaux qui disposent en quelque sorte de dépôts de sang, ce qui fait que le sang peut être directement disponible dans ces hôpitaux-là. Et le plus souvent, pour nous assurer, pour qu'il y ait toujours du sang, eh bien, il y a une fiche qui est remise aux parents du patient pour venir faire des dons. Et une fois que le don a été fait, eh bien, à partir de ce moment-là, on va renvoyer en quelque sorte une partie de la fiche qui nous a été apportée aux parents et une fois sur place, le produit va être livré. Mais ce que l'on doit savoir, ces hôpitaux qui disposent de pochettes de sang qui ont un dépôt peuvent, en situation d'urgence, livrer directement le sang. Qu'en est-il? Et par la suite, une fois que la demande a été faite, le tube est là, donc la réceptionniste va faire le suivi et la demande et le tube vont se retrouver au laboratoire et on va passer à l'étape du laboratoire, proprement dit, où on va travailler pour pouvoir livrer en quelque sorte la pochette de sang demandée. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Au laboratoire, généralement, on va déterminer le groupe sanguin et on va d'abord
faire le groupe sanguin BO et ajouter également le résus du patient pour qui on a fait la demande. Et on fait un test de compatibilité à double épreuve. Et quand on parle de double épreuve, on met en contact le sérum du patient avec les globules rouges que l'on espère lui donner et pour ce patient-là, tout comme on va prendre le sérum de la pochette que l'on va mettre en contact avec les globules rouges du patient pour nous assurer en quelque sorte qu'il n'y aura aucun problème de compatibilité. Mais nous savons tout aussi que dans certains cas, des donneurs peuvent venir donner de leur sang pour pouvoir par la suite en disposer et lors d'une intervention ultérieure. Généralement, quand ceci arrive, on réalise ce que nous appelons une transfusion autologue. Mais de notre côté, on peut réaliser, et à partir de la compatibilité, ce que nous appelons une transfusion isogroupe, c'est-à-dire qu'on va donner le même groupe, on va donner une pochette du même groupe au patient. C'est-à-dire, si le patient est de groupe A positif, on va lui donner une pochette A positive. Si le patient est de groupe B positif, on va lui donner une pochette B positive. Et là, on fait une transfusion isogroupe. À côté, il peut y avoir ce que nous appelons une transfusion compatible. Un patient peut être de groupe A positif ou bien B positif ou bien AB positif et dans le frigo, nous n'avons ni A positif, ni B positif, ni AB positif, mais nous disposons en quelque sorte de O positif. Donc, à partir de ce moment-là, on peut donner une pochette O positif à ce patient-là et on sait que l'on a fait ce que nous appelons une transfusion compatible. Et au niveau du laboratoire, on tient compte de certaines spécificités et particulièrement, et c'est pourquoi les informations sur la fiche de demande sont importantes. Quand il s'agit d'une multipart, quand il s'agit de polytransfusés, on est obligé d'être beaucoup plus et on est obligé de prendre davantage de précautions et là, on va vers des sous-groupes et on va faire la détermination du sous-groupe Kell et du sous-groupe Lewis et parfois même, on est obligé de faire un phénotypage et pour certains patients et particulièrement pour les femmes enceintes, parfois, on est obligé de réaliser ce que nous appelons la recherche des agglutinines irrégulières, c'est-à-dire la RAI. Et après avoir fait tout ceci au laboratoire, on va conditionner la pochette que l'on va donner. Donc, on a besoin d'un thermos avec des glaçons et généralement, on met une interface entre les glaçons et les pochettes parce que si les pochettes, particulièrement les culottes globulaires, se retrouvent en contact avec les glaçons, il va y avoir une hémolyse du sang et c'est pourquoi on met toujours une interface et on demande à la personne qui vient chercher d'amener le sang le plus rapidement possible à l'hôpital. Mais au moment de la livraison, généralement, pour nous assurer en quelque sorte qu'il n'y aura pas de problème, eh bien, il y a la signature du bordereau de réception. La personne qui reçoit le sang, donc, sur ce bordereau-là, il va y avoir son nom, le nom du patient qui va recevoir le sang, le nom du transporteur, la date et la signature. Et il y a une copie également de la pièce. Madame la Première ministre. Il va y avoir une copie de la pièce d'identité de la personne et qui vient chercher et qui va transporter le sang. Donc, et souvent on se demande quelle est la durée de cette opération-là. Et on doit vous dire que généralement, pour faire tout ceci, et ça nous prend pratiquement 60 minutes, même si c'est la seule demande qu'il y aurait à traiter. Donc, or, le plus souvent,
les demandes viennent en chaîne et ce qui fait on est obligé de traiter s'il n'y a pas une urgence absolue et les demandes au fur et à mesure que ça arrive. En situation d'urgence, on peut réduire en quelque sorte cette opération à 30 minutes et quand il s'agit d'une extrême urgence, et on peut pratiquement réduire cette opération à 5 minutes, c'est-à-dire livrer, si on en a, une pochette de sang O négatif si on a besoin de culoglobulaire et parce que le O négatif, c'est un donneur universel, ça ne va causer aucun problème au patient. Donc, c'est pour vous dire que les informations sont très, très importantes pour nous permettre de prendre la bonne décision au bénéfice du patient au Centre national ou bien au poste de transfusion. Et une pochette, la pochette de sang, la pochette de culoglobulaire, la pochette de plasma frais congelé ou encore la pochette de plaquettes qui quitte le centre ou encore le Centre national de transfusion ou bien le poste de transfusion va se retrouver dans un centre clinique qui peut être soit un hôpital, un HCR ou bien un centre de santé avec lui. Et qu'est-ce qu'on attend en quelque sorte de cette structure-là? Avant et pendant et suite à la transfusion. Donc, c'est bien avant de faire une transfusion, d'avoir des examens biologiques du patient dans le dossier permettant de savoir le taux d'hémoglobine et le décompte des plaquettes. Et ensuite, l'infirmière qui va réaliser la transfusion doit pouvoir identifier le patient avec le dossier, réaliser un examen physique, particulièrement en noter les signes vitaux et réaliser la mise en conditionnement du produit. Et c'est-à-dire, quand on va faire une transfusion, le portoir doit être disponible, la pochette doit être bien identifiée et s'assurer en quelque sorte que le groupe sanguin qui est sur la pochette est bien le groupe sanguin du patient. Avoir un transfuseur disponible parce qu'en définitive, et nous le disons très très bien, pour transfuser, il faut un transfuseur parce que là-dedans, il y a une membrane capable de retenir les caillots et on ne peut pas se permettre de faire une transfusion avec n'importe quoi. Et en fin de compte, avoir tout le dispositif en place pour réaliser la transfusion, s'informer et en particulier auprès du receveur, du patient qui va être transfusé et choisir en quelque sorte l'abord veineux que l'on va utiliser, réaliser l'asepsie et mettre en branle la transfusion et que généralement, le rythme va entre 20 à 40 gouttes par minute et le plus souvent, la transfusion d'un culoglobulaire ne devrait pas dépasser 2 heures de temps. Et une fois que la transfusion est en cours, l'infirmière doit pouvoir remplir la fiche transfusionnelle et garder en quelque sorte le patient sous surveillance et une fois que la transfusion est terminée, et enlever le dispositif, revoir les signes vitaux et les noter après la transfusion. On finalise également le remplissage de la fiche transfusionnelle et l'infirmière qui a réalisé la transfusion doit pouvoir signer la fiche transfusionnelle et également en penser à des examens de contrôle dans les 6 heures de temps, taux d'hémoglobine, de compte de plaquettes, et pour savoir est-ce que la transfusion a été efficace. Mais cependant, on sait que toutes les transfusions n'ont pas une fin heureuse. Il peut y avoir ce que nous appelons des incidents transfusionnels, il peut y avoir
des accidents transfusionnels. Quand nous parlons d'incidents transfusionnels, c'est toute anomalie et qui est décelée au cours du processus, bien avant la mise en place de la transfusion. Donc, le sang n'a pas encore, le produit n'a pas encore été transfusé. Et donc, les incidents le plus souvent auxquels on fait face, il y a le nom sur la pochette qui peut être différent du nom du patient. Il peut y avoir le groupe sanguin que l'on retrouve sur la pochette n'est pas compatible avec le groupe sanguin du patient, ou encore la prescription de transfusion n'est pas retrouvée dans le dossier, donc on ne sait pas pratiquement quel patient qu'il va falloir transfuser. De notre côté, il peut y avoir ce que nous appelons les accidents transfusionnels. C'est tout événement qui survient au cours ou après la transfusion qui pourrait être en rapport avec la transfusion. Donc, et parmi ces événements-là, on peut se rendre compte que le patient peut transfuser des frissons, la fièvre, des urticaires, nausées, vomissements, des signes d'angoisse. Il peut présenter un syndrome hémorragique diffus, des douleurs, état de choc, dyspnée, un édème aigu du poumon, une hypotension, une oligoanurie ou encore des ictères qui peuvent apparaître. Et tout ceci rentre dans le cadre de ce que nous appelons en quelque sorte des accidents transfusionnels. Donc, pour toute transfusion, il doit y avoir un suivi qui se fait. S'il y a un incident ou bien un accident transfusionnel, on doit pouvoir gérer la situation et parfois, le centre et les équipes des postes de transfusion et du centre de transfusion peuvent participer à la prise en charge clinique et au bénéfice du patient, guidé et par rapport à ce qui peut et ce qui doit se faire pour nous permettre de sortir. Et par la suite, il doit y avoir des actions préventives à mettre en place et des actions correctives. Donc, comme vous le savez, il y a la roue de Deming, qui est la roue de qualité. Donc, tout le temps, il nous faut planifier, faire et ensuite mettre en place des actions pour améliorer en quelque sorte notre je n'entends pas ce que tu dis. travail. Donc, et là, pratiquement, sur l'écran, je te dis qu'on a débloqué ton micro pour toi. Il y a au cas où moi-même, moi, tu as des difficultés. Transfusionnelle et il y a également la fiche de déclaration d'un incident ou d'un accident. Et donc, et généralement, quand ça arrive, on doit pouvoir utiliser ces fiches-là d'abord quand il y a déclarer l'incident et quand on fait une transfusion, on doit également remplir la fiche transfusionnelle et qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'incident parce que ça va faire partie du dossier en quelque sorte du patient. Et pratiquement, la transfusion a été faite, ça a eu une issue heureuse, tout s'est bien passé, mais il y a la gestion des pochettes. Et les pochettes transfusées. Donc, il faut garder les pochettes vides au moins 96 heures dans un espace réfrigéré. Pourquoi? Parce que s'il y a eu un incident ou un accident, on aura besoin pratiquement de ces pochettes pour pouvoir faire des investigations. Et il y a le dilemme des pochettes non transfusées. Vous avez demandé du sang. On vous a envoyé du sang pour un patient et puis par la suite, on s'est rendu compte qu'on n'en a pas que le patient n'en a réellement pas besoin. Donc, le mieux pour nous serait que vous preniez contact avec le Centre national de transfusion sanguine, avec le poste de transfusion ou bien avec le dépôt de sang qui vous avait envoyé la pochette afin que ces pochettes soient récupérées
est mise en quarantaine et si tout va bien et que ça a été bien conservé, ces pochettes pourront être remises dans le circuit et ainsi d'autres malades pourront en bénéficier. Et le problème pour nous, ce sont les pochettes non transfusées qui traînent dans les services et qui sont mal conservées et parfois même, et je fais un coucou à certains de ces médecins qui vont même garder nos pochettes de sang dans le frigo qui est dans leur chambre sans tenir compte de la date d'expiration qui s'y retrouve et par la suite, et ce sont des pochettes perdues et pour la population et il y a une grande déperdition de pochettes, soit par non-utilisation ou bien à cause de la date d'expiration. Donc, quand vous recevez des pochettes, c'est très, très important de vérifier parce que sur la pochette, il y a la date d'expiration du produit. Et à l'hôpital, tout a été bien fait, mais rappelez-vous bien qu'on avait dit que la personne qui a fait un don, on va lui demander de revenir à la 8e ou à la 15e pour savoir les résultats des tests qui ont été réalisés et sur le sang qui a été donné. Donc, quand cette personne arrive, généralement, il est pris en charge par une infirmière formée en assistance conseillère. Et généralement, si pour ce patient-là, tous les marqueurs sont négatifs, on met en place un processus de fidélisation pour encourager ce donneur non seulement à garder ce comportement à faible risque qu'il a, mais ensuite à envisager avec lui l'opportunité à ce qu'il devienne ce que nous appelons un donneur volontaire régulier capable de donner du sang 2 à 3 fois l'année. Et généralement, les donneurs qui donnent du sang régulièrement, au deuxième don, eh bien, on leur donne une carte de donneur qui leur donne une certaine priorité au cas où ils auront besoin de sang, soit pour eux-mêmes ou bien pour un membre de leur famille. S'il y a un ou plusieurs marqueurs positifs, on va informer le donneur de la situation et que l'on se retrouve dans une situation de déférence temporaire ou bien de déférence en définitive. Ça dépend et on va orienter également ce donneur-là vers un centre de soins. Et nous avons beaucoup parlé pour la production du sang. Et aujourd'hui, on doit tenir compte également d'un élément qui est le financement. Donc, quand on voit la production actuelle, quand on pense à 30 000 pochettes, alors que nous avons une demande qui va autour de 50 à 60 000 demandes par année, ce qui fait qu'au niveau du service transfusionnel, on n'arrive qu'à couvrir que 50% des demandes. Eh bien, on doit vous dire que le budget annuel s'élève autour de 6 000 et il y a des bruits parasites chez toi. Et nous permet de payer le loyer, de faire fonctionner non seulement les postes de transfusion, les réactifs, le consommable, les salaires, le transport, l'entretien des matériels de transport, l'entretien des équipements, l'entretien des systèmes d'énergie alternative. Et jusqu'à présent, la pochette de sang est donnée gratuitement. Et quand vous venez au centre et au poste de transfusion, il y a cette affiche qui, cite-là, n'ont pas servi à com. Donc, et souvent, il y a des
personnes qui se plaignent d'avoir acheté. Et je peux vous dire que ces personnes-là, généralement, devaient prendre un peu de temps pour lire les informations que nous avons à la salle d'accueil. Même si dans certaines fois, et parmi ces personnes, il y a ce que nous appelons des corrupteurs qui pressent parfois des gens pour voir la bouchette descendre le plus rapidement possible et qu'ils sont prêts à donner de l'argent. Et nous voulons leur dire qu'ils n'ont pas acheté le sang, ils ont seulement fait de la corruption parce qu'ils ont essayé de corrompre quelqu'un. Et si vous pensez avoir acheté du sang, il faut toujours demander à cette personne-là un reçu. Mais vous devez vous rendre compte également qu'aujourd'hui, il n'y a pas de financement externe pour le service de transfusion. Et qu'en définitive, c'est le ministère de la Santé publique à travers le Trésor national qui finance complètement le service de transfusion. Et c'est le moment idéal pour vous dire qu'en définitive, et de remercier particulièrement la ministre pour tout l'effort qui a été consacré pour nous permettre particulièrement de disposer des moyens pour faire fonctionner l'ensemble du service transfusionnel, parce que même quand on avait les financements, il nous arrivait de nous retrouver en situation de rupture de stock en réactif, alors que depuis environ 18 mois que nous sommes approvisionnés par le ministère de la Santé publique, nous ne sommes jamais en rupture de réactifs. Donc, c'est pour vous dire la situation. Et quelles sont pratiquement les perspectives pour le système national de transfusion? Donc, il nous faut particulièrement renforcer la régulation. Donc, le système de transfusion est régi par un décret pris depuis 1986 qui est complètement dépassé parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le programme national de sécurité transfusionnelle. Donc, on a besoin maintenant d'une loi sur la sécurité transfusionnelle. Il nous faut également continuer à réviser les normes et le standard de qualité qui est mis en place. Et au point de vue managérial, disposer d'un plan quinquennal 2020-2025 avec des plans annuels et mettre en place les infrastructures parce que actuellement, le CNTS est logé au premier étage de la Digicel et ce n'était pas une structure construite pour un centre national de transfusion. C'est difficile de mettre en place un circuit donneur, un circuit receveur. Donc, on doit penser à la construction d'un véritable centre national de transfusion sanguine et également pour réduire le délai d'attente au niveau des postes de transfusion sanguine, arriver à mettre en place les centres régionaux de transfusion sanguine, dont un dans le nord, un dans le sud et l'autre qu'on pourrait appeler un centre régional de transfusion sanguine stratégique au niveau du plateau central, parce que pour la simple et bonne raison que la presqu'île du sud jusqu'à Port-au-Prince se retrouve sur la faille Enriquillo s'il y a un problème et on doit pouvoir se replier rapidement sur le centre régional stratégique au niveau du plateau central pour continuer à offrir le service à la population. Il y a un département qui ne dispose pas de poste de transfusion sanguine, c'est le département des NIP. C'est en construction. Nous espérons que cette année et pour l'année 2021, la construction va se terminer. Et également, au niveau de l'aire métropolitaine, il y a un accès et on aimerait offrir davantage d'accès aux dons et d'accès au sang par la mise en place de postes de collecte et au niveau de Delma, de Pétionville, de Carrefour, du centre-ville et du côté du tabac.
et également des dépôts de sang communautaires, et en plaçant un dépôt de sang à un hôpital de Pétionville, un autre à Carrefour, un autre à Delma, un autre au centre-ville et un autre à Tabar, ça permettrait en quelque sorte de permettre aux gens d'avoir la pochette dont on a besoin le plus rapidement possible, et ça permettrait également d'avoir davantage de gens à faire des dons, puisqu'il y aurait beaucoup moins et de kilomètres à parcourir pour arriver à faire un don. De même, on a besoin de mettre en place un logiciel de gestion complète qui nous permettra d'être davantage efficaces. Et dans le cadre de la promotion et des collectes, nous espérons d'ici 2025 en collecter 50 000 pochettes de sang. Nous sommes aujourd'hui à moins de 30 000 et arriver à disposer de 50% de dons volontaires. Donc, aujourd'hui, on est à moins de 15% de dons volontaires. Excusez, mettre et réaliser des séances de formation, particulièrement sur l'utilisation clinique du sang, pouvoir faire un marketing pour les produits qui sont disponibles, parce que particulièrement le plasma frais congelé et les plaquettes sont beaucoup moins demandées. Également, la formation sur la détermination du groupe sanguin AB au Rhésus pour nous permettre d'avoir davantage de dépôts sanguins au niveau de certains hôpitaux, et également la promotion du don de sang volontaire, faire la formation pour des groupes de manière à ce que ces gens-là puissent, dans leur milieu, réaliser la promotion du don de sang volontaire pour augmenter le nombre de dons volontaires. En termes de suivi et d'évaluation, il y a le plan de supervision qui est mis en place, et particulièrement, on devrait arriver d'ici 2025 à la mise en place du système national d'hémovigilance pour pouvoir bien serrer tout ce qui se passe dans la transfusion sanguine. Mais nous ne pouvons pas ne pas pencher sur le financement, parce qu'en définitive, nous ne voyons pas le Trésor public pouvoir continuellement nous permettre de disposer de tous les moyens pour faire fonctionner en quelque sorte le système national de transfusion. Il va falloir penser à un système de recouvrement de coûts, mais quel que soit le système qui va être mis en place, ça ne devrait pas pénaliser en quelque sorte le patient qui a besoin du produit. Donc, on pense plutôt à faire appel à la collectivité plutôt qu'à l'individuel. Donc, et ainsi, on pourra réduire en quelque sorte la dépendance vis-à-vis du Trésor public. C'est pour nous l'occasion, tout aussi, de remercier l'ensemble du personnel du service national de transfusion sanguine qui, de par les sacrifices qui ont été faits, nous ont permis, et malgré des périodes difficiles, de continuer à offrir à la population ce service ô combien important, particulièrement les médecins pour une meilleure prise en charge des patients, et les patients qui sont encore en vie parce qu'ils ont pu avoir ce produit dont ils avaient tant besoin. Donc, c'est l'ensemble du personnel qui travaille depuis, et le garçon qui est à l'entrée et jusqu'au technicien et l'infirmière qui permet de prélever, le technicien qui permet également d'organiser la livraison, et le personnel du stage et le personnel pratiquement qui est au niveau de la gestion, qui assure en quelque sorte la poursuite des activités. C'est une occasion de les remercier, et s'il n'y avait pas eux, je ne pourrais pas non plus vous faire cette présentation. Et je veux tout aussi remercier, et en particulier et les initiateurs du forum médico-chirurgical, et parce qu'ils nous permettent en quelque sorte de partager certaines informations et de
mieux faire savoir ce qui est en train de se réaliser et à travers le pays, particulièrement au niveau du système national de transfusion. Bon, j'espère que je n'ai pas pris trop de votre temps et je suis disponible au cas où il y aurait des questions. Merci, merci, Dr. Noël, et de cette présentation qui a été très riche en informations. Et je peux vous dire qu'on est encore plus de 40 à vous suivre malgré leur avancée. Et je tiens à remercier l'assistance et vous aussi, Dr. Noël, et d'avoir patienté malgré les nombreuses difficultés techniques qu'on a eues. Et j'ai quelques questions que je veux partager avec vous de l'assistance. Et puis aussi, je crois qu'il y a 2 personnes dans l'assistance qui ont souhaité, qui ont levé la main, donc qui voudraient intervenir. Donc, on va peut-être prendre les questions qui ont été posées sur le chat d'abord. Et je vais demander aussi au docteur Rochelin, si toutefois je n'ai pas toutes les questions, de bien compléter. Donc, docteur Noël, la première question, c'est de Zidor Stedlin, qui demande pourquoi prélever le sang si on n'a pas encore fait les examens. Et si je peux répondre rapidement, c'est que pratiquement, il faut empêcher qu'il y ait la stigmatisation. Imaginez-vous plusieurs personnes qui viennent donner en même temps et que pratiquement on fait des tests de laboratoire bien avant et on vient dire que telle personne ne peut pas donner. Donc, pratiquement, sans avoir l'information, à savoir pourquoi cette personne ne peut pas donner, on est sûr qu'il va y avoir des chuchotements et ça peut créer en quelque sorte de la stigmatisation. Et c'est pourquoi, généralement, de manière éthique, les tests sont faits et après les prélèvements, parce qu'on est sûr également que l'utilisation du questionnaire et la sélection va réduire en quelque sorte le nombre de gens qui pourraient, en définitive, avoir un marqueur et nous poussant par la suite à éliminer la pochette. Merci de la réponse. Donc, effectivement, alors, on a un volontaire qui s'amène et puis qui ne sait pas forcément qu'il a un marqueur et donc c'est pour éviter la stigmatisation. J'ai une deuxième question, c'est du docteur Poitvin. Pour quelqu'un qui doit recevoir plusieurs culots, est-ce que toutes les poches doivent être du même groupe compatible? Et généralement, dès que... Oui, et je peux dire que toutes les pochettes ne sont pas obligées d'être du même groupe compatible. Il suffit pratiquement que la transfusion est compatible. Et qu'on peut avoir un patient qui a besoin de 3 pochettes de sang en A+, et que l'on dispose et que de 2 pochettes A+, mais on a un O. Généralement, ce que l'on fait, on donne les 2 A et on demande qu'on revienne chercher. Si l'urgence exige les 3 pochettes, eh bien, à partir de ce moment-là, on va donner la pochette O positive sans problème. Et ça ne va pas entraîner des complications chez le patient. Merci. Docteur Poitvin fait remarquer aussi que l'accueil n'est pas aussi fluide que vous le signalez à Turgeau. Et la question qui suit, je crois que vous avez déjà apporté une réponse, mais je la pose quand même, vous pouvez la compléter. La question, c'est que est-ce que la gestion au niveau des principaux hôpitaux ne serait pas plus profitable à la population? La gestion, quand vous parlez de gestion et des banques et au niveau des hôpitaux, c'est ça? Je crois que dans la perspective, vous aviez signalé que vous pensiez à faire des dépôts. Oui. Oui. Et ce que je veux dire, c'est vrai qu'au niveau du centre de transfusion, et l'accueil par le fait que la structure n'a
pas été construite pour un centre de transfusion. Donc, on a un goulot d'étranglement où c'est au même endroit et que le donneur arrive au même endroit que le receveur. Normalement, il devait exister et normalement un circuit pour le donneur et un circuit pour les receveurs. Donc, au niveau de ce goulot d'étranglement, on est en train de voir ce qui peut être fait et pour fluidifier et davantage le système. Mais ce que l'on doit savoir tout aussi, à part nous n'avons qu'un seul centre où on peut faire un don à Port-au-Prince. Donc, il y a beaucoup de gens qui arrivent à la fois. Et malgré pratiquement nos 7 lits de prélèvement, et ça prend du temps pour faire passer les donneurs. Et pour considérer la deuxième alternative, c'est le choix de mettre des dépôts de sang au niveau des hôpitaux a été pensé de manière à rendre le produit directement disponible là où on fait l'utilisation. Mais ce que l'on doit savoir, c'est que l'hôpital doit disposer d'un circuit énergétique fiable de manière à ce que le produit soit toujours à la température requise. Deuxièmement, on doit, dans la formation des technologistes médicaux, on ne prend pas en charge la détermination des groupes sanguins et les tests de compatibilité. Et que chaque fois qu'on doit mettre en place un dépôt, on doit également former le personnel du labo pour pouvoir offrir en quelque sorte ce service à l'hôpital. Donc, nous nous sommes rendus compte que ce serait davantage bénéfique, au lieu de mettre un petit dépôt dans chaque hôpital, et surtout au niveau de l'aire métropolitaine, de mettre plutôt dans des endroits bien spécifiques et des dépôts de sang communautaires et ces dépôts de sang communautaires pourraient desservir en quelque sorte les hôpitaux de la zone. Et pour vous dire, par exemple, si on a un dépôt à Pétionville, l'ensemble des hôpitaux de Pétionville pourraient s'approvisionner beaucoup plus vite au niveau de ce dépôt communautaire que de venir au Centre national de transfusion sanguine. Et ensuite, le risque qu'il y a d'avoir le sang dans des dépôts hospitaliers, et comme c'est un produit aujourd'hui qui n'est pas très accessible parce que nous ne produisons pas assez, chaque hôpital aurait tendance à garder le sang et à ne pas venir en aide à un autre hôpital voisin qui n'en aurait pas. Et même en termes de compétition. Tandis que si on arrive à mettre une structure supra-hospitalière et qui est un dépôt communautaire, eh bien, ça pourrait desservir en toute équité chacun des hôpitaux qui se retrouvent dans la zone. Oui, merci. Donc, je vais passer la parole à Dr. Rochelin pour compléter avec les questions, la liste des questions, parce que j'ai une partie des questions qui me manquent. Mais j'ai encore une question sous les yeux. Quelqu'un qui a déjà été transfusé, est-il à vie disqualifié comme donneur? Et on a mis quelqu'un qui est transfusé dans ce que nous appelons la déférence temporaire. C'est que généralement, quelqu'un qui a été transfusé,
ne pourra donner du sang que Dr. Noël, vous avez entendu? après la transfusion. Je reprends. Quelqu'un qui a été transfusé se retrouve dans la tranche de déférence temporaire. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui attendra à pratiquement 1 an avant de pouvoir donner du sang suite à sa transfusion. Hélène Joseph, vous m'entendez? Qui avait posé une question. Qu'est-ce qui explique que quelqu'un ayant des partenaires sexuels multiples ne peut donner du sang ainsi que pour les piercings? Oui, je vais dire pour le piercing, on ne sait pas dans quelles conditions, en quelque sorte, que ceci a été réalisé. Et nous savons qu'il y a un risque élevé et de transmission, particulièrement du virus de l'hépatite C et dans ces situations-là. Donc, c'est pourquoi cette personne-là se retrouve dans la tranche des déférences temporaires et c'est quelqu'un qui pourra donner du sang pratiquement 1 an après le piercing. Donc, la déférence n'est pas définitive. Et quelqu'un qui a des partenaires multiples, c'est quelqu'un qui est à risque. Parce que pratiquement, le risque, quand nous regardons la plupart des agents qui sont transmissibles par la transfusion que nous dépistons, la plupart de ces agents-là passent par voie sexuelle. Que ce soit le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C et la syphilis, les virus TLV et TLV2. Donc, c'est pratiquement ce qu'on pourrait dire un comportement à risque et le multipartenariat, et c'est ce qui explique que cette personne-là pratiquement ne devrait pas donner du sang. De Judith Exantus, bonsoir à tous et merci Dr Noël. À quand la RAI pour tous les patients avec déjà un antécédé de TS au moins? Pourquoi la faire seulement pour les gestants? De plus, à quand la décentralisation des postes, au moins dans quelques sites départementaux? Et je vais dire que généralement, et dans tout, il y a des choix à opérer parce que certains examens, en définitive, consomment davantage de revenus budgétaires. Et quand on a un budget réduit, on essaie particulièrement d'offrir le service aux gens qui en ont davantage besoin. Et c'est pourquoi il y a une importance particulière pour les gestantes et on en fait également pour les polytransfusés et parce qu'il y a davantage de risques pour combattre une transfusion qui soient sensibilisés et par d'autres et à partir de ce moment-là, les risques d'accidents transitionnels pour le fait. Et j'aimerais dire à notre confrère dans tous les chefs-lieux où il y a un hôpital départemental, il y a un poste de transfusion sanguine. Donc, la décentralisation est déjà en place. Il n'y a que le dépistage des agents des infections transmissibles par la transfusion qui est centralisé et on espère pouvoir décentraliser ceci par la mise en place des centres régionaux de transfusion sanguine. Et je dois dire à notre confrère Judith que pour pouvoir les mettre en place, il va falloir disposer davantage de fonds. Parce que un centre régional, c'est un centre national en miniature et on doit pratiquement
utiliser et mettre en place les mêmes standards de qualité. Donc, ça va dépendre en quelque sorte du budget disponible et nous sommes en train de faire un plaidoyer et non seulement au niveau du ministère de la Santé publique et qui doit en quelque sorte être notre voix au niveau du Conseil des ministres pour faire savoir nos besoins, mais également un plaidoyer auprès des bailleurs qui sont intéressés à réduire la mortalité par non-accès au sang pour qu'on puisse mettre en place ces centres régionaux de transfusion sanguine. Donc, je ne peux malheureusement pas vous dire quand est-ce que ces centres-là seront mis en place. Oui. Il y a David, il y a Dr Derivois qui souhaiterait intervenir. Donc, est-ce que tu peux lui ouvrir son micro? Darlene, est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, Dr Derivois. Si un hôpital le désire, la Croix-Rouge est-elle disposée à faire la formation de ces techniciens en post-match? Bien. Je dois dire au docteur Moquette que depuis 18 mois, la Croix-Rouge ne s'occupe plus du Centre national de transfusion et c'est le ministère de la Santé publique de la population à travers le Programme national de sécurité transfusionnelle qui en a la charge. Donc, mais vous vous êtes rendu compte que sur les diapositives, il n'y a pas de logo de la Croix-Rouge. Avant, on l'aurait, et j'ai jamais parlé de la Croix-Rouge parce que je n'aimerais pas recevoir un petit. Mais je peux simplement informer le enquête dans la mesure où un hôpital souhaiterait avoir un dépôt de sang, on peut se mettre en contact et à partir de ce moment-là, planifier et comment réaliser la formation pour les techniciens et on doit faire une visite du laboratoire pour nous assurer que ce laboratoire peut réellement héberger un dépôt de sang. Y a-t-il une base de données informatisée au centre des receveurs? C'est Judith Exantus. Sinon, pourquoi obligation est faite aux médecins de rapporter ces infos au centre? Donc, actuellement, je l'ai dit, nous avons besoin d'un logiciel et de gestion depuis et en quelque sorte à l'accueil jusqu'à la livraison. On ne l'a pas encore. Cependant, dans le cadre de l'hémovigilance, il est important que l'on dispose des informations par rapport au devenir de la pochette qui a été livrée et pour savoir est-ce que la transfusion a été efficace, est-ce qu'il y avait des effets secondaires et ceci va nous permettre en quelque sorte de traiter ces informations pour améliorer le service. Et quand, justement, on aura le logiciel en place, on pourra, en quelque sorte, faire sortir régulièrement des statistiques par rapport à la situation. OK. Juste une information, c'est la dernière. L'autre, c'est une demande d'information. Quel est le test sérologique réalisé pour le dépistage de l'hépatite C, si c'est l'IgM ou l'IgG? Et généralement, nous dépistons l'IgG. OK. Et puis, c'est une dernière, docteur Noël, c'est de Judith Exantus. Les RAI m'intéressent beaucoup pour les patients en insuffisance rénale chronique. Les dialysés, vu qu'on réfléchit sur la greffe rénale. Je vous remercie pour toutes ces questions et on va passer la parole au docteur Poitevin pour la clôture. Juste avant, j'aimerais que tu poses ta question sur le sang total versus... OK. D'accord, j'avais une question, j'ai bien oublié. Docteur Noël, si je comprends bien, on ne fait plus, d'ailleurs, on ne trouve pas de sang total
au CNT et au CNST, donc on ne transfuse plus de sang total. Oui. On ne Donc, va pas en trouver si on fait la demande. on ne va pas en trouver et pour la très bonne raison que dans le sang total, il n'y a que les globules rouges et qui sont bien conservés entre 2 et 6 degrés, tandis que les plaquettes ne sont plus fonctionnelles parce que les plaquettes doivent se trouver entre 20 et 22 degrés à la température la plus élevée sur 24 degrés et les protéines du plasma, généralement, restent fonctionnelles à partir de moins 18 degrés. Quand on donne du sang total à un patient, on donne des culoglobulaires associés à un groupe de déchets représentés par les plaquettes qui sont agglutinées et les protéines qui ne sont plus fonctionnelles. Et en plus, nous augmentons le risque de sensibilisation parce qu'il y a beaucoup d'immunoglobulines là-dedans qui pourraient, en quelque sorte, sensibiliser le patient à autre chose. Oui, mais depuis quand le CNST ne livre plus de sang total? C'est toujours des globules, des pécales. Ça remonte à combien? Ça remonte À au quand? moins 4 ans. Pardon? Ça remonte à au moins 4 ans. À au moins 4 ans. Merci. Donc, et même au niveau des postes de transfusion périphérique, eh bien, on enlève le plasma pour ne garder que les culoglobulaires. Merci de l'information. Ça a été très utile. Eh bien, docteur Poitevin, vous êtes prête? Non, et je peux ajouter quelque chose, Darlene. Nous savons que les chirurgiens, généralement, souhaitent avoir du sang total. Et quand il y a beaucoup de saignements et tout, ce que nous leur proposons, quand il y a une demande, c'est de leur donner des culoglobulaires associés à du plasma frais congelé. Donc, à partir de ce moment-là, nous apportons des facteurs de coagulation qui agissent directement sur l'hémorragie et nous apportons l'oxygénation. Allô? Allô? Docteur Poitevin, vous êtes là? Oui, je suis là. Je suis là. Donc, merci. La première chose, je veux présenter au nom du forum nos excuses pour le donc des problèmes techniques. Il y a un mauvais temps sur Port-au-Prince, je sais. Donc, nous nous excusons auprès des uns et des autres, auprès du Dr Noël et auprès de tous ceux qui nous ont suivis pour ce petit retard du début. Je tiens aussi à remercier le Dr Noël pour sa combien utile présentation, avec, comme on vient de le dire, une présentation très riche avec des détails qui nous permettent, nous, cliniciens ou chirurgiens, je pense, de mieux comprendre la problématique de la transfusion sanguine et des soucis et des rôles de chacun. Donc, merci, Dr Noël, pour cette intéressante présentation. Je présente mes remerciements également à tous ceux qui ont participé avec nous au niveau du forum à cette conférence et aux responsables aussi de l'assistance technique. Je pense qu'il y a eu beaucoup de difficultés dans l'ensemble pour faire tenir cette conférence, mais qui a quand même bien tenu. Nous avons 2 heures à peu près de connexion et ça a été difficile, mais quand même la marche. Donc, je remercie. Je dois dire qu'au Dr Noël, donc nos remerciements effectivement, parce que nous avons très bien entendu le message clé que vous avez voulu faire passer. Le premier message clé, je pense que nous avons très, très, très bien entendu, c'est de faire des demandes beaucoup plus soigneuses au niveau du programme de transfusion du PNST. Et effectivement, avec des informations qui sont utiles, à la fois sur la feuille de demande et à la fois, je pense qu'on doit, nous médecins, nous devons regarder à 2 fois maintenant ce qui est écrit sur ces feuilles-là. Peut-être qu'on laisse peut-être beaucoup plus trop légèrement au niveau du personnel infirmier. Donc, une demande beaucoup plus soigneuse et la nécessité aussi pour nous, cliniciens ou chirurgiens, d'avoir une connaissance plus fine, donc ce qui nécessite peut-être des rapports plus étroits avec le PNST pour comprendre la problématique, toute la problématique
quoi transfuser, à quelle quantité, etc. Peut-être qu'on aurait nous-mêmes beaucoup moins de grogne en attendant un produit qu'on ne peut pas trouver. Donc, rétablir peut-être un rapport beaucoup plus serein. Donc, on a très, très bien entendu ça. Je vous remercie aussi d'avoir précisé par rapport à la compatibilité et l'isogroupe, parce que c'est vrai que souvent c'est un souci, parce que quand nous avons des patients que nous devons transfuser très largement, et c'est vrai qu'on crée les accidents transfusionnels, puisque le plus souvent, ce sont des patients fragiles. Donc, merci d'avoir précisé ça pour nous et d'avoir fait passer ceci en message. Donc, dans l'ensemble, on n'a pas beaucoup parlé de sang périmé. Je pense aussi que c'est une problématique peut-être une prochaine fois qui doit être présentée et discutée, ok? Parce que c'est pas normal dans un pays où il manque 50% du don nécessaire et qu'il y ait des pochettes périmées qu'on soit obligé de peut-être dont on se débarrasse. Donc, je pense que la prochaine fois peut-être on parlera un petit peu plus de ça. Bon, vous avez parlé de recommandations, mais moi je pense que ce ne sont pas seulement les recommandations, ce sont les risques que vous avez mis devant nous. Donc les risques, je dirais, comme perspective, il ne reste que la perspective de financement d'une responsabilité sociale communautaire dans ce pays autour de la transfusion sanguine pour faire valoir justement ce gros budget que l'on suppose si on doit avoir le sang dont on a besoin qui doit être mis à disposition, parce que ne serait-ce que les formations, que ne serait-ce que les tests de qualité, ne serait-ce encore que les formations, mais la qualité des tests que nous devons avoir pour justement au niveau national qu'on puisse avoir tous ces tests-là. Donc, le risque est tellement grand, je pense que la seule recommandation, je pense, qui va et la seule perspective qui va, effectivement, c'est une responsabilité sociale de nous tous communautaires autour de la transfusion sanguine. Donc, je vous remercie à tous. Bonne soirée. Je dois vous dire que la prochaine rencontre se fera le 4 novembre. On aura un prochain sujet sur la recherche en santé. Donc, nous vous attendons tous. Vous savez que là aussi, la recherche en Haïti est une préoccupation et que nous aimerions faire une motivation très, très intense pour demander aux cliniciens de se pencher vers une recherche locale de bonne qualité. Le 4 novembre, à ce propos, je dois vous dire aussi, encore une fois, merci. Je me dépêche de terminer parce que ma charge électrique va tomber. Et donc, non, ce que je voulais ajouter, docteur Poitier, je voulais ajouter que le 4 novembre, on aura les méthodologies de la recherche, les approches aux sciences humaines. Et le 25 novembre, la malaria, et on aura le 9, docteur Deroulo qui est avec nous ce soir, et la chloroquine dans la COVID-19. Tu peux y aller? Je te remercie, Darlene, d'avoir été plus extensive que moi, effectivement. Oui. Donc, le prochain rendez-vous pour clôturer l'année, c'est le 4 novembre, le 25 novembre et le 9 décembre. Le 4 novembre, recherche, avec un spécialiste en sociologie. 25 novembre, la malaria. Et le 9 décembre, effectivement, la chloroquine. D'accord. Donc, merci à tous. Et à très bientôt. Merci encore, docteur Noël.